qui revient régulièrement comme conseil lorsque je fais des parties un petit peu plus compétitives avec des gens qui sont plus expérimentés que moi, c'est d'avoir un game plan. Et j'ai pas souvent de game plan et c'est bien ça le problème. Et on va en parler. Ok, on est super nombreux à faire des listes, à tout mettre sur la table et à un petit peu serrer les fesses, notamment quand on n'est pas expérimenté à Warhammer 40 000, alors qu'en fait, le déploiement et toutes les petites capacités autour du déploiement, c'est-à-dire la frappe en profondeur, les mouvements de scout, les déploiements en infiltration, les redéploiements de l'armée, et ensuite le fait d'être joueur 1 ou joueur 2 peuvent clairement changer la donne et faire en sorte que votre partie se passe beaucoup mieux si vous avez préparé tout ça. Et pour ce faire, eh bien, je vais vous donner quelques petits conseils que l'on m'a donné à moi et que j'applique depuis certaines de mes parties. Et c'est beaucoup moins catastrophique, si je puis dire, lorsque je fais des parties à plus haut niveau. Parce que du coup, j'ai quand même un plan et je vais quand même toujours pouvoir scorer et faire des choses. Même si je ne vais pas gagner nécessairement toutes mes parties, mais je vais pouvoir faire des choses, m'exprimer sur la table et ça a clairement tout changé dans mon gameplay. Et je pense que si vous êtes nouveau à Warhammer 40 000 ou du moins nouveau dans un cercle un petit peu plus compétitif, je pense que ces conseils pourront vous aider. Avant d'aller plus loin, si vous voulez continuer d'aider le studio dans son développement, je vous invite à continuer d'acheter vos figurines via MyHobbyPlace, partenaire principal de la chaîne qui permet à la chaîne de vivre. Vous avez moins 20% sur quasi la totalité de ce que propose Games Workshop. Et en plus, si vous sélectionnez la Wargame Room dans votre panier, je touche une petite commission et ça permet au studio de faire plein de projets, d'acheter du matos et plein de trucs pour vous faire tout plein de vidéos. Je compte sur vous pour continuer dans cette lancée-là. Vous êtes de plus en plus nombreux à commander sur la boutique, donc ça fait super plaisir. Ok, le déploiement et tout ce qui touche à ce qu'il se passe avant la partie. On va pas rentrer dans le détail du list building parce que c'est encore un autre sujet, beaucoup plus vaste d'ailleurs. Enfin, pas nécessairement beaucoup plus vaste, mais du coup qui devrait être traité dans une autre vidéo. On va parler de tout ce qui touche au déploiement, les fondamentaux liés au déploiement en infiltration, à ce que l'on met en frappe en profondeur ou en réserve stratégique, ce qu'on va avancer sur la table avec nos mouvements de scout ou éventuellement reculer, et ce qu'on va pouvoir éventuellement redéployer grâce à certaines capacités de certaines armées. Petit détail que je ne pensais pas intéressant jusqu'à ce que je remarque qu'en fait le move est encore assez intéressant à faire. Pour la petite histoire, les redéploiements sont très très forts lorsque l'on sait si on a le tour 1 et le tour 2. Le problème c'est que ça a été nerfé et que maintenant lorsqu'on a une capacité de redéploiement c'est toujours avant de savoir qui aura l'initiative de la partie. Ce qui a beaucoup changé cette capacité là et la rend quand même beaucoup moins forte. Mais elle reste pas moins intéressante pour autant. Donc on va en parler. On va passer déjà sur ce que vous allez mettre en renfort stratégique et en frappe en profondeur. J'ai eu beaucoup de commentaires sur YouTube de personnes qui comprennent pas, qui me disent mais non, c'est 500 points max en renfort stratégique. Tu peux pas mettre la moitié de ton armée, c'est faux. Alors il faut bien reprendre les règles et voir comment c'est wordé, mais en fait les renforts stratégiques, ça va être uniquement les figurines que vous allez avoir donc en renfort stratégique et non pas en frappe en profondeur. Par contre, quand vous lisez bien la règle des réserves, et je dis bien les réserves, donc ça englobe renfort stratégique, unité embarquée et frappe en profondeur, et là dans ces cas-là, il faut toujours que vous ayez moins de 50% de votre armée en frappe en profondeur, enfin en renfort. Donc ça inclut renfort stratégique, frappe en profondeur, etc. etc. Petite subtilité, et ça, d'ailleurs, je ne le savais pas jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on ne peut pas avoir, cette limite-là va aussi s'appliquer au nombre d'unités. Admettons, vous avez 15 unités dans votre armée, vous ne pouvez pas en mettre 8 en frappe en profondeur, même si elles coûtent moins que 1000 points. Parce que vous n'avez pas le droit de mettre plus d'unités que la moitié de votre nombre total d'unités en frappe en profondeur ou en renfort stratégique. Donc ça, je ne le savais pas. Bon, ça m'était jamais arrivé, mais... On s'est posé la question avec un pote qui joue que de Genestealer et qui joue énormément d'unités et donc énormément de frappe en profondeur. Et mine de rien, ça limite un petit peu. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi. La frappe en profondeur, ce qui est assez sympa, assez cool, c'est que lorsque vous faites un tournoi ou lorsque vous faites des parties, que vous enchaînez des parties, c'est quelque chose que vous pouvez décider avant la partie. Vous n'êtes pas obligé de le faire direct sur votre liste d'armées. Ça veut dire que du moment que vous allez savoir avec quel joueur, contre quelle armée vous jouez, vous allez pouvoir faire en sorte de sélectionner qui va être en renfort, qui va être embarqué, etc. etc. Et ça peut clairement changer la donne parce que les match-ups sont complètement différents. Moi, j'avais tendance à, quand je fais une liste, je mets déjà mes frappes en profondeur et je le fais à toutes les parties. Et je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement le bon choix, que selon les match-ups, il y avait des unités que j'avais peut-être pas envie de voir arriver que T2, voire T3. J'avais envie qu'elles soient toutes sur la table pour pouvoir les faire se déplacer plus longtemps dans la partie. Donc c'est pas une obligation lorsque vous faites votre liste de vous dire
c'est fermé, quoi qu'il arrive, ça et ça et ça, c'est en frappe en profondeur. Non, ça va dépendre de la personne que vous avez en face de vous. En face de vous, vous avez une personne qui prend complètement la map. Vous allez peut-être pas jouer énormément de frappe en profondeur parce que vous savez qu'il va swarmer toute la map et que vous n'allez pas pouvoir placer vos figurines facilement. À l'inverse, quelqu'un qui va jouer quelque chose de très élitiste et qui ne va pas pouvoir tenir la carte, là vous pouvez vous faire plaisir sur les frappes en profondeur et les renforts parce que vous savez que vous allez trouver des petits coins pour pouvoir faire vos frappes. Donc c'est important de prendre ça en compte avant de vraiment condamner sa liste, entre guillemets, en disant, bon alors quoi qu'il arrive, je mets cette unité-là, quoi qu'il arrive, elle arrivera en frappe en profondeur. Moi ça m'est beaucoup arrivé, du coup là, ces derniers temps, de changer ça. J'avais tendance à mettre tout le temps mes Reavers dans mon armée Space Marines et mes réacteurs dorsaux avec le chaplain en FEP. Ça m'est arrivé là sur des games récentes de les mettre directement sur la table. Et de pas les envoyer et de pas les laisser en frappe en profondeur. Alors que par exemple, une unité comme les Inceptors qui ont la capacité de FEP à 6, on va très souvent les garder quand même en frappe en profondeur parce qu'on a la possibilité d'arriver beaucoup plus proche des unités ennemies. Et donc ça va être beaucoup plus difficile pour votre adversaire de screener complètement la map d'une frappe en profondeur à 6, surtout avec trois socles. Ça reste viable, mais en tout cas, les réserves et les frappes en profondeur, c'est pas une science exacte. Vous n'allez pas tout le temps les jouer de la même manière parce que ça va vraiment dépendre du match-up. Donc je vous conseille de réfléchir à ça quand vous commencez à savoir contre qui et contre quoi vous jouez. La deuxième chose à prendre en compte pendant le déploiement, notamment, ça va être tout ce qui est lié au mouvement d'infiltration. Au déploiement d'infiltration. Le déploiement d'infiltration, pour rappel, c'est le fait de pouvoir placer des unités dans le No Man's Land. La seule règle, c'est qu'on n'a pas le droit de les mettre à moins de 9 d'unités ennemies. Et donc, le petit jeu d'initiative avant la partie, avant de savoir même l'initiative, c'est ce fameux jet de dés où vous savez qui va déployer son armée en premier, qui sera attaquant, qui sera défenseur. Et généralement, si vous avez de l'infiltration, vous voulez être le premier à vous déployer, parce que ça va vous permettre de placer vraiment vos unités où vous voulez sur la map. Quand vous êtes deux à avoir de l'infiltration, là vous allez hésiter, parce que vous allez jouer de toute façon, quoi qu'il arrive, vos déploiements ils se font de manière alternée. Donc que vous ayez l'initiative ou que votre adversaire ait l'initiative au niveau du déploiement, à chaque fois qu'il va placer une unité, vous allez en placer une. Donc généralement, il va en mettre une sur un objectif du No Man's Land, vous pourrez pas y aller. Vous allez faire la même chose sur l'objectif qui est à l'opposé. Et ça va être un combat de ça à ce niveau-là pour l'infiltration. L'infiltration, c'est super important parce que ça peut permettre de bloquer votre adversaire chez lui. Par exemple, lorsqu'on a une armée où on a très peu d'infiltration mais qu'on a beaucoup d'unités qui se déploient en mouvement de scout, par exemple de l'Adeptus Mechanicus, a pas mal de mouvements de scout sur ses lignes de base, etc. Et bien si vous mettez vos unités d'infiltration proches de la zone ennemie, et bien comme la règle de scout, pour rappel la règle scout, c'est le fait de pouvoir faire un mouvement avant le début de la partie, et après on sache qui a l'initiative. Ça c'est très important. Et les mouvements de scout, par contre, ne se font pas en alterné. C'est-à-dire que du moment que vous avez l'initiative, vous faites tous vos mouvements de scout et votre adversaire fait les siens. Petite subtilité, c'est que les règles de mouvement de scout ne nous permettent pas de s'avancer à moins de 9 d'une unité ennemie. Donc, pareil que l'infiltration. Donc ça veut dire que si vous mettez face à... vous avez fait votre déploiement, vous êtes mis en infiltration à 9 pas des unités ennemies de votre adversaire qui mordent la ligne chez eux, et ben ça veut dire que votre adversaire, au début de la partie, il ne fait pas un mouvement de scout de 6 en avant parce que sinon il rentrerait dans les 9 et du coup il n'a pas le droit de le faire. Donc l'infiltration, ça peut vous permettre de prendre tous les objectifs de la map si vous avez plusieurs unités d'infiltration. Encore mieux si vous avez infiltration scout, c'est mieux. Ça veut dire que vous vous infiltrez où vous voulez et qu'en plus vous vous déplacez avant le début de la partie. Petit clin d'œil aux scouts qui ont cette capacité-là. Ou encore, on a quoi comme autre unité qui a cette capacité-là, qui a scout et... on a les scorpions, Eldar, qui sont très très bons pour ça. Ce genre d'unité, ça vous permet donc déjà, dès le déploiement, d'être entièrement déployé sur toute la map et de prendre quasiment tous les objectifs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, d'enfermer complètement votre adversaire chez lui. Donc les unités d'infiltration sont très 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 importantes et très régulièrement... Lorsqu'on voit des armées qui ont... Toutes les armées n'ont pas d'infiltration malheureusement, mais dès qu'on voit une armée avec de l'infiltration, vous pouvez être quasiment sûr que toutes les unités sont jouées. L'unité Votan qui s'infiltre, elle est jouée. L'unité de Scorpion Eldar, elle est jouée. Les scouts, c'est joué. Enfin voilà, c'est super intéressant, notamment quand vous avez la double règle du infiltration plus mouvement de scout. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important à mettre en place parce que ça peut vraiment vous permettre déjà d'être assez à l'aise et assez installé sur la map, et ça vous permet de éventuellement bloquer votre adversaire chez lui. Et alors T1, si vous lui mettez cette pression là, surtout que généralement les unités que vous mettez en infiltration, ce sont pas les unités
phare de votre armée, c'est pas ce qui va le plus le tuer. Non, c'est justement des choses que votre adversaire a pas nécessairement envie d'avoir à gérer parce qu'il y a plein d'autres choses à faire. Et le problème, c'est que comme vous lui mettez sous le nez, bah, il va être obligé de gérer ça en premier. Alors généralement, dès le tour 1, il y a beaucoup de vos infiltrations qui vont sauter, mais le jeu en vaut la chandelle parce que vous allez retarder votre adversaire. On est encore une fois sur un jeu sur lequel on marque des points, et le but, ça n'est pas de tuer les unités de votre adversaire, le but, c'est de marquer le plus de points. Et bah, ne serait-ce que bloquer votre adversaire chez lui ou le bloquer pendant un tour parce qu'il va devoir gérer toutes ces unités-là, bah, ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner du scoring éventuellement, donc c'est intéressant. À prendre en compte aussi pendant votre déploiement, j'en avais parlé dans une vidéo précédemment, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. On a certains objectifs secondaires qui sont très faciles à remplir dès le tour 1. Alors, généralement, on n'a pas autant de chance que ça, et généralement, au tour 1, on a soit des objectifs tout pourris, soit des objectifs pas faisables, et généralement, on va les défausser, ce qui nous arrange parce qu'on peut récupérer des points de commandement grâce à ça. Par contre, dans le cas où on se prend des objectifs assez faciles à faire, bah, c'est un petit peu bête de ne pas avoir géré son déploiement pour. Par exemple, vous avez un objectif secondaire qui consiste à faire des actions à 9 pas, à moins de 9 pas des bords du champ de bataille. Cet objectif, il est cadeau parce qu'en plus, il est réalisé directement à la fin de votre tour. Vous n'avez pas besoin de tenir un round complet avec les mouvements et les tirs de votre adversaire. Vous avez aussi un autre objectif secondaire qui consiste à tenir un objectif du No Man's Land, un objectif chez vous. Ce qui est assez facile aussi au tour 1. Ça pareil, ça se score directement à la fin de votre tour. Vous avez aussi un autre objectif qui consiste à ne pas avoir d'unité ennemie à 6 du centre du champ de bataille et au mieux d'avoir en plus de ça une unité à vous à 3 pas du centre. Ou inversement. Une unité à vous à 3 pas du centre, et au mieux, pas d'unité ennemie à 6. Et ça, si vous gérez votre déploiement, de manière assez simple, hein, une unité sur le flanc gauche, une unité sur le flanc droit, ça vous êtes déjà près des bords, il faut vous mettre pas loin de votre sortie de zone de déploiement, hein, parce que c'est un objectif, vous ne pouvez pas le faire dans votre zone de déploiement, il faut vraiment être en dehors, mais à 9 pas des bords. Donc ça, c'est complètement faisable si vous mettez des unités sur les bords, flanc gauche, flanc droit. Et encore mieux, si vous êtes en déploiement en angle droit, où vous avez que un quart du champ de bataille, vous en mettez 2 sur l'autre quart, et non loin de la ligne, et vous êtes content. Donc ça, c'est très bien. Et par exemple, par rapport à l'objectif du milieu, moi, ce que j'aime faire sur quasiment toutes mes dernières parties, c'est rush avec un Rhino ou un impulsor. Alors moi, c'est un impulsor. C'est rush avec un véhicule de transport sur l'objectif central, être quand même collé à une ruine pour que quand votre véhicule va être détruit, parce qu'il va l'être, hein, vous puissiez débarquer tranquillement dans la ruine. Je le fais quasiment à tous les coups. Et dans le meilleur des cas, mon véhicule tient 2 tours parce qu'il y a d'autres trucs à gérer. Et du coup, je tiens l'objet. Et non seulement si j'avais l'objectif secondaire, je peux dire que le score était 1. Et en plus de ça, je projette mon unité qui est dedans, qui est généralement une unité de corps à corps, ou du moins qui va être content de pouvoir être déjà au centre du champ de bataille pour agir. Et donc ça, c'est des déploiements qui sont... Et je le vois de plus en plus quand je fais des parties, généralement les gens font des déploiements. Alors hormis les petits trucs d'infiltration, tout le monde... limite on regarde pas ce que fait l'adversaire au déploiement parce qu'on a tellement notre plan de jeu en tête, il faut que je score ça avec ci, nanana, que vous n'allez pas nécessairement regarder, un peu un minimum quand même, mais vous n'allez pas nécessairement regarder systématiquement où votre adversaire place ses unités. Si vous avez votre game plan, il est surtout fait par rapport à la méthode de déploiement. Si vous êtes en marteau et enclume, en aube de guerre, etc., il va être plus basé sur ça que vraiment la manière dont votre adversaire va se déployer. Vous, votre but, c'est de marquer des objectifs. Et si vous êtes chanceux et qu'au T1, vous prenez l'objectif central et l'objectif sur les côtés, ou tenir un objet dans le No Man, c'est un objet chez vous, vous êtes content. Vous êtes content parce que en ayant fait... attention de vous déployer correctement, c'est-à-dire de mettre des unités sur vos flancs, mettre une unité qui mord la ligne au milieu, qui puisse bouger assez vite pour aller au centre, ou au mieux de l'infiltration, et là vous êtes directement là où vous voulez être, et là vous êtes, c'est cadeau, le premier tour est cadeau. Alors ça arrive pas tout le temps, mais quand vous avez ça au tour 1, vous êtes content, parce que généralement au tour 1 c'est là où il y a moins de scores, mais si vous partez déjà au début de la partie avec 8 ou 9 points, ça peut vous sauver la partie. Moi, personnellement, j'ai joué il y a pas longtemps contre de l'Eldar où la partie, je la perds à la fin, mais je la perds au T5 parce que mon adversaire est joueur 2 et que moi, joueur 1, j'ai eu de la chance au tour 1, j'ai eu tous les bons objectifs, j'ai pu me placer comme je voulais et je crois que je mets 9 points direct au tour 1. Alors que direct, quand on se retrouve au tour 1 et que tout le monde est caché et qu'on a abattez-le, assassinat ou derrière les lignes ennemies, on pleure un peu misère parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire. Donc voilà. Donc généralement, quand vous allez tomber sur ces objectifs-là, en fin de tour, vous allez les défausser. En plus, ça vous rapporte un PC, vous êtes content. Mais si vous tombez sur les objectifs, on va dire, assez faciles à faire au tour 1, vous mettez pas une balle dans le pied en n'ayant pas prévu
la petite unité dans le coin, la petite unité sur le bord du champ de bataille, l'unité qui peut aller au centre. Ça, c'est très facile dans votre game plan. Si vous à la conception de la liste, vous savez quelle unité va faire quoi. Moi, par exemple, j'ai 2 escouades d'incursors en ce moment dans ma liste Blood Angel. Bah, mes 2 escouades d'incursors, elles sont sur mon flanc gauche, sur mon flanc droit, elles mordent la ligne. Elles ont un mouvement de scout, donc déjà avant la partie, elles vont s'avancer. Et s'il y a des objectifs à faire, elles vont les faire direct. Et c'est des trucs qui coûtent pas cher. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Dernière chose par rapport à ces petits conseils-là, c'est le redéploiement. Alors le redéploiement, je le trouve particulièrement fort lorsque vous avez des unités d'infiltration. Lorsque vous avez des unités d'infiltration et que vous les redéployez, eh bien en fait, vous avez double dose de bonheur pour vous, si je puis dire, parce que, en admettant, voilà, on va prendre un exemple concret pour que vous puissiez voir où je veux en venir. On prend le Kull Genestealer, qui est un détachement dans lequel vous avez une amélioration sur le Primus, qui lui permet de redéployer lui et 2 unités, il me semble. Bah ça c'est cool. Ça c'est cool parce que qu'est-ce que vous faites? Pour enfermer votre adversaire chez lui vis-à-vis de ses infiltrations, de ses mouvements de scout, etc., vous prenez vos Genestealer pure souche et vous les mettez à 9 pas de votre adversaire, pile devant sa gueule. Vous vous en foutez qu'il les voit, qu'il les voit pas, vous en foutez. Vous les mettez là. Si vous avez le T1, bah vous les redéployez même pas en avant. Non, autant pour moi, je vous dis une bêtise. Maintenant, on le sait, oui. Si je commence à pas lire mon script, ça va pas le faire. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez donc bloquer votre adversaire chez lui pendant le déploiement, mais à la fin du déploiement, vous reprenez ces 2 unités-là, elles repartent, et vous les mettez où vous voulez, ailleurs. Pourquoi? Dans l'idéal, par exemple, moi je le vois un peu comme ça, hein, 2 unités de Genestealer pure souche à 9 pas d'unité ennemie pour leur éviter de faire un mouvement de scout, de sortir de leur zone avant le début de la partie. Nickel. On les redéploie avant de faire le jet d'initiative, et on les met sur les objectifs du No Man's Land. Et là, on est pas mal. On est pas mal. Ça nous permet d'avoir empêché l'adversaire directement de placer les unités là où il voulait pour pouvoir faire son mouvement de scout. Il va le faire, le mouvement de scout, parce que si vous les redéployez plus loin, forcément, il va le faire. Mais au moins, lors du déploiement, vous lui avez fait se poser des questions. Et il va pas nécessairement mettre ses unités avec les mouvements de scout à ces endroits-là, parce que vous lui avez mis la pression d'entrée. Donc il va peut-être les mettre plus loin, les mettre ailleurs, et du coup, selon ce qu'il fait pendant son déploiement, quand vous allez redéployer vos Genestealer pure souche, bah vous allez les mettre ailleurs et le laisser faire son mouvement de scout. Ou vous allez les laisser à cet endroit-là si le mec avait mis un scout que vous n'avez pas envie de voir. Typiquement, les transports Votann, qui sont imbuvables parce que ça tire fort, ça embarque du monde, enfin, c'est vraiment cool comme unité, c'est pas très cher en plus. Et typiquement, ça a du scout. Et vous avez pas envie que le mec, avant le début de la partie, il ait déjà fait 10 pas de... ouais, 9 ou 10 pas de mouvement de scout avec ses transports Votann. Donc ça va être le meilleur moyen de lui dire, bah non, Coco, je te mets des mecs devant et tu bougeras pas. Et selon le mec, comment il se déploie, bah vous redéployez vos unités, et soit vous les mettez sur les objets du No Man's Land, soit vous les laissez là. Et après, à l'initiative, bah vous avez le T1, vous êtes content, ils sont pile devant, donc vous n'avez plus qu'à faire un tout droit. Vous n'avez pas le T1, ça va mourir, mais c'est pas grave, ça va occuper votre adversaire. Pendant ce temps, vous, à votre tour, vous allez pouvoir vous déplacer tranquillement. Le reste est au frais. Vous allez peut-être perdre vos unités d'infiltration, mais vous aurez déjà enfermé votre adversaire chez lui et il sera déjà en galère sur son tour 1. En galère, j'exagère peut-être, mais en tout cas, il va avoir des choix à faire déjà dès son T1 et il va devoir gérer des unités qu'il n'a pas envie de gérer. Moi, à chaque fois, ça me saoule de devoir commit des trucs pour aller tuer des 5 Genestealer pure souche qui juste me harcèlent, ou de planquer mes scouts parce que comme lui il va pouvoir advance, bouger très très vite avec ses Genestealer et les faire charger, je vais mourir. Donc mes scouts, je vais pas les placer comme je voulais les placer à la base. Ça fait se poser des questions et c'est des choses, si vous avez un plan de jeu, si vous avez un game plan et bien huilé, que vous avez bien réfléchi à votre liste, à votre déploiement, ça c'est des choses que vous faites très naturellement, avec des automatismes dès le début de la partie, et ça vous met bien. Je dis pas que vous allez gagner nécessairement votre partie, mais en tout cas ça vous met bien dès le début, et en tout cas vous pourrez pas vous dire à la fin de la partie, parce qu'il y a rien de pire que ça, merde, T1, je me suis fait charger un truc, ça aurait jamais dû avoir lieu, merde, T1, je me suis fait cibler tel truc alors que je pensais que c'était hors ligne de vue. Non, faites vraiment super attention à votre déploiement, c'est des choses que vous pouvez même vous entraîner à le faire tout seul, hein, en regardant les zones, en faisant en sorte que lorsque vous arrivez sur une partie, vous ayez déjà votre plan de jeu dans la tête et pas miser sur bah, je mords la ligne et on voit ce qui arrive. Parce que si le mec en face a un plan de jeu, il y aura pas match. Donc voilà ce que je pouvais en tout cas vous conseiller par rapport à ça. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires
Si vous aussi vous avez un avis sur la question, si vous avez des conseils à donner aux nouveaux joueurs, des conseils à me donner à moi-même, parce que je fais régulièrement beaucoup d'erreurs, puisque bah, j'apprends encore, surtout dans le milieu un petit peu plus dur, un petit peu plus compétitif. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.